Bienvenue dans cette analyse personnalisée. Aujourd'hui, on explore un sujet fascinant, je pense, pour tous ceux qui aiment les chevaux. Leur anatomie, leur biomécanique, bref, comment ils bougent. Oui, c'est un sujet passionnant et essentiel pour bien comprendre ces animaux. Exactement. Pour nous guider, on a un document assez pointu, Anatomie et biomécanique de la locomotion équine, ce qu'il faut observer. On va essayer d'en tirer la substance. Bonne idée, c'est une bonne base. L'objectif, c'est d'apprendre à mieux regarder un cheval, savoir ce qui est normal, ce qui l'est moins, en se basant sur sa mécanique interne. C'est ça, aiguiser son œil. Le document démarre fort, il parle de l'appareil locomoteur comme d'une merveille d'ingénierie. Alors, qu'est-ce qui le rend si spécial, si efficace ? L'expression est juste, c'est vraiment une structure incroyable, optimisée pour la vitesse, l'endurance. C'est le résultat de millions d'années d'évolution, en fait. Et cette complexité, elle vient d'où ? Elle vient de l'interaction très fine entre plusieurs systèmes. D'abord, le squelette. C'est la charpente, évidemment. La base. Oui, mais pas seulement. La colonne vertébrale, par exemple, c'est crucial pour transmettre la force des postérieurs vers l'avant. Et les membres, ce sont des leviers complexes, avec des os, des articulations, tout un assemblage fait pour propulser et amortir. D'accord. Et après le squelette ? Les muscles, les moteurs, leur état, leur symétrie, leur souplesse, ça nous dit beaucoup sur la forme du cheval. Une asymétrie, par exemple, c'est un signe ? Absolument. Des muscles bien développés, souples, c'est ce qu'il faut pour un mouvement puissant et économique. Logique. Et il ne faut surtout pas oublier les tendons et les ligaments, des tissus essentiels. Quelle est la différence déjà ? Tendons, ligaments ? Alors, les tendons, ça relie les muscles aux os. Ils transmettent la force. Ils doivent être super résistants, mais aussi un peu élastiques, comme des ressorts pour stocker et rendre de l'énergie. Ah oui, d'accord. Et les ligaments, eux, ils connectent les os entre eux au niveau des articulations. Ils assurent la stabilité, ils guident le mouvement. Et ils sont fragiles, j'imagine ? Ils sont surtout lents à guérir. Ils n'ont pas beaucoup de vaisseaux sanguins, donc en cas de blessure, c'est long, très vulnérable au surmenage. D'accord. Et les articulations elles-mêmes ? Ah, les articulations, les charnières du système. Leur bon état est vital. Le cartilage, le liquide synovial, tout doit être impeccable. La moindre inflammation, la moindre arthrose, et c'est toute la chaîne qui est perturbée. Douleur, raideur, boiterie. Ça peut vite déraper. Exactement. Et enfin, il y a le pied. Souvent, on le réduit au sabot, à la boîte cornée. Oui, c'est l'image qu'on a. Mais c'est tellement plus complexe. Dedans, il y a des os, des tendons importants comme le perforant, des ligaments, le coussinet plantaire. C'est une structure incroyable. Son rôle, c'est quoi exactement ? Juste protéger ? Non, pas seulement. Bien sûr, il protège, mais il est crucial pour l'amortissement. Imaginez la pression à chaque foulée au galop. Des tonnes. Et il participe aussi à la proprioception. La proprioception. Quoi ? Expert speaker. La proprioception ? C'est la perception par le cheval de la position de son membre dans l'espace. Essentiel pour l'équilibre et la coordination. D'accord, je vois. Donc, c'est vraiment l'interaction de tout ça. Voilà. Squelette, muscles, tendons, ligaments, articulations, pieds. Tout doit fonctionner en parfaite harmonie. C'est ça, la merveille d'ingénierie. C'est clair. Le document insiste beaucoup sur l'observation. Et chose intéressante, il dit de commencer par regarder le cheval à l'arrêt. L'observation statique. On parle d'aplomb, de conformation. Qu'est-ce qu'on cherche à voir concrètement ? C'est comme lire la carte d'identité biomécanique du cheval avant même qu'il bouge. Les aplombs, c'est l'alignement des membres. On regarde de face, de profil, de derrière. Comment on fait ça ? On tire des lignes imaginaires ? Et c'est un peu ça, oui. On imagine des lignes verticales qui partent de points précis comme la pointe de l'épaule ou de la fesse et on regarde comment le membre s'aligne. Est-ce qu'il est droit ? Est-ce qu'il dévie ? Host speaker. Et quels sont les défauts courants ? Expert speaker. Alors, de face, un cheval peut être panard, les pieds tournés vers l'extérieur, Ah oui, ça se voit souvent. ce qui surcharge l'intérieur des articulations basses. Ou alors cagneux, pieds vers l'intérieur, et là c'est l'extérieur qui prend. D'accord. Et de profil ? De profil, il peut être campé, c'est-à-dire les membres trop en arrière ou sous lui, trop sous la masse, devant ou derrière. Mais ça a quelles conséquences si un cheval est sous lui derrière, par exemple ? Ça peut aider à l'engagement, c'est vrai, mais ça met plus de pression sur les jarrets, les suspenseurs du boulet. Être campé derrière, au contraire, ça rend l'engagement plus dur et ça peut fatiguer le dos. Et vu de l'arrière. Expert speaker. On regarde souvent les jarrets. S'ils sont trop serrés, jarrets clos, ça indique souvent une rotation externe plus haut,
au niveau du grasset. Ça peut prédisposer à des soucis de jarret, de rotule. Chaque défaut, en fait, crée des contraintes anormales sur certaines zones. Ce qui augmente le risque d'usure. Exactement. Usure prématurée, arthrose, tendinite, c'est un facteur de risque. Et au-delà des membres, il y a la conformation générale. L'architecture, quoi. Tout à fait. L'équilibre global, les proportions, l'encolure est-elle bien attachée, de bonne longueur par rapport au reste, le dos, ni trop long ni trop court. Et les articulations? L'aspect des articulations, oui. On regarde si elles sont bien dessinées, larges, sèches, c'est-à-dire sans gonflement. Et le développement musculaire, est-il suffisant? Et surtout, est-il symétrique, gauche et droite? Donc, une bonne conformation, c'est une sorte de gage de durabilité potentielle? C'est un peu ça. Ça ne garantit rien à 100%, mais ça suggère que le cheval est bien construit pour le mouvement, qu'il y aura moins de contraintes parasites. C'est comme évaluer la conception d'une voiture avant l'essai routier. C'est fascinant. Tout ce qu'on peut voir sans même que le cheval bouge. Mais une question me vient. Un cheval qui a des petits défauts d'aplomb ou de conformation, est-ce qu'il est condamné à avoir des problèmes ou est-ce qu'il peut compenser? Très bonne question. L'idéal parfait, on le trouve rarement. Beaucoup de chevaux ont de légers défauts et s'en sortent très bien, surtout s'ils n'ont pas un travail hyper intense. Le corps s'adapte. Ah, donc il y a une marge. Oui, une certaine marge d'adaptation. Mais il faut être clair. Un défaut reste une zone de faiblesse potentielle. Si le cheval force ou subit un choc, c'est souvent là que ça va lâcher en premier. Donc même un petit défaut demande plus de vigilance. Voilà, vigilance dans le travail, le ferrage, les soins. Plus le défaut est important, plus le risque augmente évidemment. L'observation statique nous donne ces indices, ces points à surveiller. Compris. C'est une base essentielle. Et après ça, on passe à l'observation en mouvement, l'observation dynamique. Le document insiste énormément sur la symétrie. Pourquoi c'est si important cette symétrie? Parce que la symétrie du mouvement, c'est le reflet direct de l'équilibre biomécanique et surtout de l'absence de douleur importante. Un cheval sain, en ligne droite sur du plat, son côté gauche et son côté droit devraient bouger de la même façon, en miroir. Au Et speaker, dès qu'il y a une différence, c'est une alerte. un signal fort. Ça peut être très visible, comme la tête qui hoche quand un antérieur douloureux touche le sol, il essaye de moins mettre de poids dessus. Oui, ça rend le voix parfois. Ou pour une douleur derrière, on peut voir la hanche du côté sain qui descend plus bas quand le postérieur douloureux est au sol. Ou une poussée moins forte de ce côté-là. Et il y a des signes plus discrets. Oui, bien sûr. La trajectoire d'un membre en l'air, qui est différente de l'autre côté. Un membre qui jette vers l'extérieur, ou qui rase le sol. Ah oui, Ou une foulée plus courte d'un côté. Parfois même juste le bruit des sabots qui n'est pas régulier. Tout ça, c'est presque toujours lié à une gêne, une douleur, même minime. et c'est pour ça qu'on regarde souvent au trot. Exactement. Le trot, c'est une allure diagonale, symétrique par nature. Antérieur gauche, avec postérieur droit, puis l'inverse. Ça rend les asymétries plus faciles à repérer que le pas, qui est plus complexe, ou le galop, qui est asymétrique de toute façon. D'accord. Et le type de sol, ça joue aussi? Ah oui, c'est crucial. Sur sol dur, on va peut-être mieux voir des douleurs articulaires. Sur sol mou, profond, ça va plus solliciter les tendons, les ligaments. On peut révéler des lésions des tissus mous. Et le cercle? Pourquoi on fait trotter en cercle? Parce que ça met plus de contraintes sur les membres intérieurs. Ça demande plus d'équilibre. Une petite boiterie ou une raideur invisible en ligne droite peut apparaître sur le cercle. Pour une bonne évaluation, il faut varier les conditions. Donc, l'asymétrie, c'est vraiment le baromètre de base. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui nous dit si le mouvement est de qualité? Si la propulsion est bonne? Le texte parle beaucoup de l'engagement de l'arrière-main. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est si important? Alors, si la symétrie, c'est l'équilibre et l'absence de douleur, l'engagement, c'est le moteur, c'est la puissance. L'arrière-main, c'est de là que vient l'essentiel de la poussée. D'accord. Un bon engagement, c'est quand les postérieurs viennent se poser loin sous la masse du cheval pendant l'appui. L'idéal, c'est que la trace du postérieur couvre au moins celle de l'antérieur du même côté. On dit qu'il piste ou se met juge, Et pourquoi c'est si déterminant? parce que ça conditionne tout le reste. Quand les postérieurs s'engagent bien, le bassin bascule un peu, le dos peut se tendre, se monter. Il devient une bonne courroie de transmission de l'énergie vers l'avant. Donc, un cheval qui engage bien utilise mieux son dos. Exactement. Il utilise bien son dos, il allège son avant-main, il bouge avec plus de puissance, plus de légèreté. À l'inverse, un cheval qui n'engage pas assez, il pousse avec un dos un peu figé ou creux, il charge ses épaules, c'est moins efficace. C'est un critère de qualité athlétique en somme. Tout à fait. Et de correction du travail aussi. Et lié à ça, il faut regarder l'amplitude et la régularité des foulées.
C'est-à-dire? Les foulées doivent être amples, le cheval doit couvrir du terrain, et elles doivent être régulières. Pas de raccourcissement, pas d'irrégularité, pas de précipitation. Toute raideur, toute difficulté à étendre un membre ou à le replier sous lui, c'est suspect. Et la souplesse générale, la décontraction. Essentiel aussi. Un cheval fluide, sans crispation visible dans l'encolure, le dos, la queue, ça montre qu'il utilise bien sa mécanique. Toute tension, c'est un frein, et souvent un signe de gêne. Le document rappelle d'ailleurs ce qu'on attend de chaque allure. Oui, c'est un bon rappel. Un pas actif, ample, à 4 temps bien marqués. Un trot régulier, élastique, à 2 temps diagonaux nets, avec un vrai moment où les 4 pieds sont en l'air, la suspension, ça montre l'impulsion. Et le galop. Un galop équilibré, fluide, 3 temps, puis la suspension. Le cheval doit sembler rouler, sans effort. Pas se précipiter, pas se retenir. Ces qualités-là, c'est le reflet d'une bonne biomécanique. On comprend bien ces aspects généraux. Mais le document va plus loin. Il parle du rôle spécifique de chaque partie. Le dos, l'encolure, les épaules, le bassin. Comment tout ça interagit pendant le mouvement. C'est là qu'on entre vraiment dans la mécanique interne, non? Expert speaker. Oui, c'est ça qui est passionnant, cette synergie. Rien ne fonctionne seul, c'est interconnecté. Prenez le dos. Oui. Expert speaker. Il doit être fort pour porter, mais aussi souple pour transmettre le mouvement de l'arrière vers l'avant. S'il est bloqué, tendu, ça limite tout de suite l'engagement des postérieurs ou la liberté des épaules. C'est un pont dynamique. Et l'encolure. On dit souvent que c'est un balancier? C'est exactement ça. Sa position, sa flexibilité, ça influence directement l'équilibre du cheval, devant-derrière, mais aussi latéralement. Une encolure bien utilisée aide le cheval à s'équilibrer, à bien faire fonctionner son dos. Et à l'inverse. Expert speaker. Une encolure figée, trop haute, contractée, ou au contraire trop basse, qui pèse sur les épaules. Ça perturbe tout. Et souvent, une tension dans l'encolure, c'est une compensation pour un problème ailleurs, un manque de poussée derrière par exemple. Intéressant. Et les épaules? Le rôle. Elle détermine la liberté de mouvement des antérieurs. Une omoplate longue, bien inclinée, avec de bons muscles, ça permet d'aller chercher loin devant, de couvrir du terrain. Une épaule plus droite, ça peut donner un mouvement plus court, plus rasant. D'accord. Et pour l'arrière-main, le bassin, les jarrets? Le bassin, c'est la pièce maîtresse qui relie la colonne au postérieur. Il transmet la puissance des muscles fessiers, des cuisses. Sa mobilité est clé pour l'engagement. Et les jarrets, ce sont des articulations hyper sollicitées. Surtout pour le saut ou le dressage, j'imagine. Expert speaker. Oui. Leur capacité à bien fléchir sous la masse, c'est vital pour l'engagement et l'amortissement. Et leur capacité à s'étendre avec force, c'est la propulsion. Des jarrets sains, fonctionnels, c'est indispensable pour un athlète. Et on en revient aux pieds pour finir. Toujours. Leur équilibre, qui dépend du parage, du ferrage, ça a des conséquences sur tout le membre, et même plus haut. Comment ça? Un pied mal équilibré, par exemple avec un talon trop bas et une pince trop longue, ça tire sur le tendon fléchisseur profond, sur l'os naviculaire. Ça peut même changer les angles des articulations au-dessus. Un mauvais équilibre droite-gauche, ça stresse les ligaments sur les côtés. Et comme on disait, le pied c'est aussi un amortisseur et un capteur. Un mauvais parage, ça peut créer des douleurs directes, mais aussi changer toute la posture et l'efficacité du mouvement. C'est vraiment un système où tout se tient. Exactement. Chaque pièce influence les autres et est influencée par elle. C'est un équilibre dynamique permanent. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, avoir quelques notions d'anatomie et de biomécanique, même basiques, ça nous donne une sorte de loupe pour mieux observer. C'est une très bonne image, oui. Ça permet de passer d'une vision un peu floue à une analyse plus fine, de voir les détails et de comprendre ce qu'ils peuvent signifier. Apprendre à lire le cheval, à l'arrêt et en mouvement. Et l'intérêt principal, c'est de repérer les problèmes plus tôt. Oui, déceler les signaux faibles, une petite raideur qui commence, une légère asymétrie, une compensation qui s'installe, avant que ça ne devienne une vraie boiterie ou une maladie chronique. C'est de la prévention en fait. C'est le meilleur outil de prévention qu'on ait. Une observation régulière et informée. Et ça permet aussi de mieux comprendre le lien entre la structure, la conformation, les aplombs et la fonction, la locomotion. De voir comment un petit déséquilibre quelque part peut avoir des effets en cascade. Comme un grain de sable dans un engrenage. Host Speaker. Notre exploration de l'anatomie et de la biomécanique équine arrive à sa fin. Si on devait retenir une chose, ce serait cette incroyable interconnexion, cette synergie dans l'appareil locomoteur. Expert speaker. Oui, et l'importance capitale d'une observation méthodique. Au repos, puis en mouvement. Host Speaker.
Savoir regarder les aplombs, la conformation, puis évaluer la symétrie, l'engagement, la souplesse. C'est ça qui permet d'évaluer la santé et le bien-être du cheval. Tout à fait. Quand on maîtrise un peu ces points de repère, l'alignement, la symétrie, le moteur arrière, la fluidité, le rôle de chaque partie, on ne voit plus le cheval de la même façon. Host speaker. Le regard change. Complètement. On perçoit la mécanique derrière le mouvement. Ça aide à voir les problèmes, bien sûr, mais aussi, et c'est important, à apprécier la beauté d'un cheval qui bouge bien, de façon saine et efficace. Et ça soulève d'ailleurs une question intéressante, je trouve. Ah oui? Laquelle? Au-delà de juste repérer les soucis, comment est-ce que cette compréhension plus fine de la biomécanique pourrait vraiment changer nos pratiques? Pas seulement pour soigner, mais en amont. C'est-à-dire? Est-ce qu'on pourrait imaginer des programmes d'entraînement encore plus personnalisés? Qui tiennent vraiment compte des points forts et des points faibles biomécaniques de chaque cheval, pour optimiser sa performance tout en limitant les risques d'usure. Et peut-être même dans le choix des chevaux? Oui, aller vers une sélection plus fine. Choisir un cheval dont le profil biomécanique correspond vraiment aux exigences de la discipline qu'on vise, pour favoriser à la fois le succès sportif et surtout sa santé à long terme. C'est une piste de réflexion, je pense. Comment utiliser ce savoir de manière plus préventive, plus optimisée? C'est une excellente question pour prolonger la discussion chacun de son côté. Merci beaucoup pour cette analyse très éclairante. Avec plaisir.